j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les floraisons des orchidées. Alors, c'est une vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps, alors la voici. Donc déjà, pour commencer, si vous achetez souvent des orchidées comme moi au supermarché, moi j'adore les acheter chez Lidl, comme vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, il faut savoir que parfois, c'est des très jeunes plantes qu'ils ont forcé à fleurir dans les serres orchidées néerlandaises là. Et du coup, c'est pas vraiment des plantes adultes. Souvent, vous allez remarquer qu'elles ont un ou deux pseudobulbes, par exemple pour les cambria, ou pas beaucoup de feuilles pour les phalaenopsis. Et comme ça, en fait, ça va être difficile pour vous de refaire fleurir ces plantes-là, parce qu'en fait, elles sont pas encore vraiment en âge de fleurir. Il va falloir que vous les fassiez grandir un peu à la maison et après elles vont fleurir. Donc si vous venez d'acheter une orchidée un peu pas chère comme ça en supermarché, il va falloir avoir un petit peu de patience quand même pour les refaire fleurir chez vous. Sinon, c'est pour ça aussi que moi je conseille souvent aussi, surtout pour les débutants, d'acheter leurs orchidées chez des vrais pépiniéristes là, pour orchidées du genre un peu français quand même, parce que du coup ils vont vous vendre des fortes plantes adultes qui sont quand même plus résistantes pour un débutant, et aussi comme elle est déjà bien adulte et mature, du coup elle va refleurir plus facilement aussi chez vous et mieux résister aux petites erreurs de culture des débutants. Voilà. Mais sinon, tout le monde n'a pas le budget d'acheter chaque plante aux alentours de 40 € chaque plante. Je peux comprendre que même un débutant achète une orchidée à 8 € de chez Lidl. Alors du coup, il va falloir bien soutenir la croissance de ces plantes-là. Mais elles vont refleurir après, en tout cas si elles n'ont pas notre problème caché. Elles vont refleurir après, c'est normal que pendant un petit temps, la plante ne fleurisse pas, parce qu'en fait, c'est un petit bébé orchidée que vous avez, si vous n'avez pas encore une vraie plante adulte. Voilà. Donc, parenthèse fermée, maintenant on va passer pour les orchidées qui sont en âge de fleurir. Il y en a quand même qui ont ce genre de choses chez eux et qui quand même n'ont pas de floraison. Vous allez me dire, moi j'ai une orchidée depuis 2 ans chez moi et elle n'a pas encore fleuri. Alors déjà, on va donc voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fleurir les orchidées à coursives. D'accord ? Alors, déjà, on va parler quand même de la phase de croissance. C'est important d'en parler quand même, parce que c'est important pour les floraisons futures de bien soutenir la croissance des orchidées quand elles sont en phase de croissance. Voilà. Donc souvent, je ne dis pas que ce sont toutes les orchidées, mais souvent, les orchidées, leur phase de croissance débute au début du printemps et se termine vers la fin septembre. Pour la plupart en fait, hein. Moi, des orchidées que j'ai, c'est plutôt des orchidées à température tempérée. C'est des orchidées de milieu tempéré chaud. Voilà, tempéré chaud. J'en ai quelques-unes de tempéré froid, voire même très froid. Mais moi, mes conditions de culture conviennent mieux à des orchidées de milieu tempéré chaud. Voilà. Et pour ces orchidées-là, la phase de croissance commence au début du printemps. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vos plantes poussent bien, booster la croissance de vos orchidées? Parce que c'est vraiment important que vos orchidées poussent bien pendant la phase de croissance pour après avoir de très belles floraisons. Donc, je suis obligée de vous parler rapidement quand même de la phase de croissance. Donc, déjà, beaucoup de lumière pendant le printemps-été. La chaleur va augmenter, c'est très bien pour les plantes qui préfèrent la chaleur. Mais si les températures augmentent, comme je vous avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est le moment de commencer à rapprocher les arrosages. Donc au printemps, c'est pas encore trop la peine. On va rester sur les arrosages de croisière de vos plantes, mais en été, il faudra vraiment rapprocher les arrosages pour d'une part soutenir la croissance de vos plantes, puisque c'est la période où elles sont le plus actives, donc elles vont avoir besoin de plus d'eau. Et en plus de ça, à cause de la chaleur qui évapore l'eau plus rapidement, ça va faire que ce sera très important que pendant la phase de croissance, vous arrosiez plus que le reste de l'année. Voilà. Donc ça, et puis aussi la fertilisation qui est très importante. Donc au niveau de la fertilisation, moi j'utilise des engrais comme les engrais Aquafos comme ça. Donc vous allez remarquer que
Les marques qui vendent des engrais pour orchidées, ils vendent toujours un engrais croissance et un engrais floraison. Donc en phase de croissance des orchidées, il faudra plutôt utiliser donc de l'engrais orchidée. Croissance, je veux dire. Et pourquoi? Parce que dans le dosage en fait des nutriments qu'il y a dans l'engrais, on va avoir un peu plus d'azote et c'est potassium, de potasse, un peu plus d'azote et de potasse pour soutenir en fait la croissance foliaire de vos plantes, parce que c'est très important que chaque année en fait la plante pousse bien. Voilà. Parce que c'est vraiment dans cette croissance de la plante que la plante va ensuite puiser ses forces pour assumer les floraisons pendant la basse saison. Donc il faut que la plante ait pris des réserves et qu'elle ait bien poussé. Alors pour les orchidées sympodiales, ça va être des pseudobulbes plus gros, de plus en plus gros de chaque année en fait. Et pour les sympodiales avec canne allongée comme les dendrobium, les cattleya, il faut que les nouvelles cannes soient plus grandes que celles de l'année dernière. D'accord? Si vous regardez, toujours les cattleya, ça commence petit, ça va plus haut. C'est comme ça qu'elles doivent être. Les nouvelles pousses doivent être toujours plus grandes que celles de l'année d'avant. Voilà. Et pour les orchidées monopodiales, comme par exemple le vanda et le phalaenopsis, en fait, c'est les nouvelles feuilles aussi, elles doivent être plus longues à chaque fois que les précédentes feuilles. Comme ça, ça veut dire que votre orchidée, elle a bien poussé cette année. Voilà. Si vous regardez un phalaenopsis, vous verrez que les feuilles du bas sont toujours plus petites et celles qui sont plus en haut, les nouvelles feuilles, quoi, eh ben, elles sont toujours plus longues. Donc, vous devez vous assurer que la plante a bien poussé pendant sa phase de croissance pour pouvoir avoir des bonnes floraisons. Donc, ne négligez pas du tout les engrais croissance parce qu'il y a des gens qui sont vraiment obsédés par les floraisons et qui font que des choses pour faire fleurir les plantes et qui ne soutiennent pas du tout la croissance des plantes et qui font vraiment l'impasse sur l'engrais orchidée croissance, alors que c'est vraiment quelque chose qui est très important pendant une période de l'année. Voilà, donc normalement on vous dit que il faut mettre de l'engrais croissance quand la plante est en phase de croissance, c'est-à-dire quand vous voyez des nouvelles pousses, des nouvelles feuilles, des nouveaux pseudobulbes qui apparaissent, c'est qu'elle est en phase de croissance. Il faut lui donner de l'engrais croissance. Et que dès que vous voyez le moindre petite branche de branche florale, hein, parce que ça commence toujours par une petite branche, la floraison, d'initiation florale, quoi, ou le moindre petit bouton, c'est qu'on est en phase de floraison. Donc on passe à l'engrais floraison quand on est en phase de floraison, mais il y a des plantes qui vont être qui vont faire des... Enfin, si vous êtes comme moi, vous arrivez à obtenir beaucoup de floraison, je veux dire, vos plantes risquent d'être tout le temps en phase de floraison. Par exemple, moi, mes orchidées là-haut, phalaenopsis par exemple, que vous connaissez, que vous voyez tout le temps, elles sont quasiment tout le temps en fait en floraison. Mais c'est pas pour autant que je vais leur donner que de l'engrais floraison. Pendant les mois de avril, mai, juin, ouais, avril, mai, juin, juillet même, je vais en fait pendant 4 mois leur donner que de la croissance, au moins pendant ces mois-là, même si le reste du temps, peut-être que si elles sont en fleurs, je vais leur donner floraison, mais pendant le printemps, partie de l'été, je vais vraiment soutenir la croissance et leur donner de l'engrais croissance, parce que sinon, je leur en donnerai jamais si je faisais pas comme ça, puisqu'elles sont quasiment tout le temps en fleurs, les phalaenopsis. Voilà. Donc c'est parce que voilà, il faut vraiment soutenir la croissance, parce que plus vous aurez une plante charnue, bien grosse, qui a bien poussé, et plus vous aurez des floraisons. Il faut vraiment faire ces plantes arriver à un stade adulte et vraiment booster la croissance des plantes avant de parler de floraison. Bon, maintenant on y va pour la floraison. Alors, pour obtenir des floraisons, quand vous êtes dans la saison de floraison des plantes,
déjà, il faut commencer par faire baisser les températures. J'en avais déjà parlé dans les conditions de culture, dans ma première vidéo, mais c'est le genre de choses qui est très important pour les plantes. C'est vraiment la température, le fait de rafraîchir la pièce de culture, ça va vraiment faire partir vos floraisons. C'est vraiment ça qui va agir, donner des saisons à vos plantes, même en intérieur. C'est très important. Donc, si tout à l'heure, comme je vous avais dit en phase de croissance, vous étiez dans des 24 degrés le jour et 16 degrés la nuit pour vos orchidées, en phase de floraison, c'est-à-dire dès le début du printemps, je vous dirais d'être dans des 18 degrés la journée, voilà, et 10 degrés la nuit. Voilà. Il faut toujours observer une différence de température entre le jour et la nuit, même si vous cultivez en intérieur. Donc, quand on passe au printemps-été, de toute façon, la température à l'extérieur commence à baisser. Alors, ça va baisser aussi chez vous. Ne mettez pas le chauffage à fond dans la pièce où vous cultivez vos orchidées. Au contraire, il faut qu'elles aient du frais. Je dirais même que pour les dendrobium nobiles, donc ça va être ça les dendrobium nobiles, c'est des orchidées sympodiales à pseudobulbes très allongées qui ressemblent à des cannes. On les appelle aussi orchidées bambou. Mais je ne parle pas des dendrobium saniques ou berryoda. Je parle vraiment que des dendrobium nobiles, celles qui ont des fleurs qui poussent directement sur les cannes. Quand la fleur pousse directement sur la canne, c'est un dendrobium nobile. Celles-là, elles peuvent être difficiles pour les gens à faire fleurir chez eux alors que c'est des plantes qui sont très faciles, mais il faut connaître les petites particularités de chacune. Il n'y a rien de plus compliqué, de très compliqué avec le dendrobium nobile. Le truc, c'est que dès le début le 1er septembre, il faut mettre les dendrobium nobiles dehors. Et elles vont passer une partie de l'automne dehors, c'est-à-dire que vous allez les laisser dehors jusqu'à la mi-octobre. Et maintenant, avec le réchauffement climatique, on a des étés indiens qui se prolongent et les températures restent parfois trop douces. Donc, vous pouvez les laisser même dehors jusqu'à la fin octobre, voire début novembre. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est les laisser dehors tant que les températures n'atteignent pas les 2 degrés. Donc, il faudra aussi surveiller la température extérieure afin qu'elle n'atteigne pas les 2 degrés même la nuit. Et dès que vous voyez que ça commence à frôler les 2 degrés, même 3 degrés, faites-les re-rentrer en appartement. Voilà. Et quand vous allez les re-rentrer, vous allez remarquer que le dendrobium nobile a déjà des petits boutons sur ses cannes. Et autre chose, il faut aussi savoir que les cannes des dendrobium nobiles, eh ben, entre quand elles ont à peine apparu au sol jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grandes pour fleurir, en fait, il faut attendre 2 ans. Voilà. Il faut attendre 2 ans parce qu'il y a des gens qui se disent mais cette canne, elle a poussé cette année. Pourquoi elle n'est pas encore... pourquoi elle ne fleurit pas cette année? Elle ne va pas fleurir si c'est vraiment de cette année que ce pseudobulbe est apparu. Mais il va fleurir l'hiver d'après. Mais normalement, chaque année, comme il y a des pousses qui apparaissent au début du printemps dans les dendrobium nobiles, ça fait qu'il y a toujours une qui a 2 ans au moment de cet hiver-là, pour qu'il y ait quelque chose qui est fleuri. Mais bon, des fois quand on achète des dendrobium nobiles en jardinerie, ils ont coupé plein de cannes et vous en laissez 2. Ça, c'est pour beaucoup booster les floraisons. Moi aussi, je vous conseille de faire ça. Si vous avez une plante qui émet trop de cannes ou qui émet trop de spike, de hampes florales, voilà, c'est le mot que je cherche, qui émettent trop de hampes florales, parfois il va falloir en éliminer quelques-unes parce que sinon ça va faire des plus petites fleurs. Ça va vous faire plein de fleurs, mais des plus petites fleurs. Si vous voulez avoir des grosses fleurs, parfois il faut sacrifier quelques hampes florales. Et dans les dendrobiums, ils aiment bien sacrifier aussi quelques cannes comme ça. Enfin, ils en laissent quand même assez, mais du coup, des fois, ça vous fait manquer une année parce que les cannes de l'année, ils les ont coupées. Donc, du coup, ça va vous faire attendre 2 ans pour avoir des refloraisons sur votre dendrobium nobile. Je vous l'explique quand même parce qu'il y a des gens qui se demandent mais pourquoi moi, ma plante, elle n'a pas fleuri. Et des fois, je vois qu'il y a des cannes qui ont été sectionnées. Donc, je suis obligée de vous dire ça quand même si je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais je suis obligée de donner des petits détails parce qu'il y a des gens qui disent moi, dendrobium nobile, j'y arrive pas, ou ceci, cela, j'y arrive pas. Il faut quand même que je vous donne ce genre de détails. Voilà.
Donc, pour la phase de floraison, donc les températures sont très importantes, surtout pour le Dendrobium nobile, où juste faire baisser la température dans la maison, ce ne sera pas suffisant, 18 degrés et 10 degrés la nuit. Elle faudra carrément la faire prendre un bon coup de froid dehors. Le Cymbidium aussi, il adore les variations de température. Lui, on peut le mettre dehors dès... on peut le mettre dehors en fait dès le début du printemps et jusqu'à le 31 octobre à peu près. Mais comme je vous ai dit, pareil pour le Dendrobium nobile, avec les états indiens qu'on a maintenant à cause du réchauffement climatique, on peut les laisser encore plus longtemps dehors, les Cymbidiums. Et par contre, ce Cymbidium, ça c'est très résistant et c'est très facile à faire fleurir aussi, mais à condition de vraiment les laisser dehors une bonne partie de l'année, dès le début du printemps, vraiment jusqu'à 31 octobre, parce qu'elles ont besoin de froid. Elles ont besoin de l'été chaud et le reste un peu de froid, plus froid que dans une maison en tout cas. Donc voilà, les températures qu'il faut pour faire fleurir vos orchidées. Ensuite, on va passer à la lumière. Alors, si au printemps-été, on avait des longues journées de lumière, en hiver, on va falloir raccourcir les journées en fait. Mais de toute façon, vous n'aurez rien à faire puisque les journées se raccourcissent toutes seules au dehors. Mais par contre, il ne faut pas baisser l'intensité lumineuse. Votre espace de culture d'orchidées doit toujours être très lumineux, même en hiver. Ça doit être très lumineux. S'il y a un manque de lumière, il faut ajouter des lumières horticoles, sinon vous n'obtiendrez jamais de floraison si votre plante elle manque de lumière. Donc au printemps, été, on va mettre 16 heures de lumière par jour pour soutenir la croissance, alors qu'en automne-hiver, il va falloir raccourcir les journées parce que tous ces petits paramètres, c'est ça qui joue sous l'initiation florale. Alors en automne-hiver, il va falloir donner que 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc par exemple, si vous êtes en lumière horticole comme moi, ça va être de donner de mettre vos programmateurs sous 12 heures de lumière par jour. C'est vraiment très important, la lumière pour les orchidées. Beaucoup de lumière toute la nuit. Là où vous allez moins se donner de lumière, c'est seulement en longueur de journée. Ce sera pendant l'automne et c'est vraiment très important de raccourcir les journées pour les orchidées parce que c'est très important dans leur initiation florale. Ensuite, pour soutenir aussi la floraison de vos plantes, la plupart des plantes, il faut leur donner de la croissance de l'engrais floraison dès le début de l'automne. Voilà, c'est pas toutes qui fonctionnent comme ça, hein. Moi, on m'a surtout appris que quand vous voyez des petites pousses en phase de croissance, c'est de l'eau de croissance. Et dès que vous voyez une petite hampe florale apparaître le bout de son nez, c'est le moment de commencer l'engrais floraison. Mais la plupart des plantes, elles ont plutôt besoin... ça va jouer l'engrais, vous allez le choisir surtout en fonction des saisons en fait. Donc par exemple là j'ai été vous chercher mes fiches de culture pour la fertilisation. Vous voyez, j'ai marqué celles qui sont normales en fait. C'est celles que, comme je vous ai dit, quand elles sont en phase de croissance, vous le voyez, il y a un petit pseudobulbe, il y a une petite feuille qui commence à pousser, ça veut dire que ça c'est la phase de croissance. Donc vous allez leur donner de l'engrais croissance. Mais dès qu'il y a un petit spike ou un petit bouton qui apparaît de fleurs, là ça va être de leur donner de l'engrais floraison. Mais il y en a d'autres, c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, Phalaenopsis, elle, je m'assure de lui donner... elle, c'est parce qu'en fait, elle fait des fleurs tout le temps. Et si je l'écoutais, je lui donnerais que de l'engrais floraison alors qu'elle a aussi besoin d'engrais croissance. Alors, j'ai réservé les mois de avril à juillet pour lui donner que de l'engrais croissance au moins pendant ces 4 mois-là parce que sinon, je ne lui en donnerai jamais alors qu'elle en a vraiment besoin. C'est juste pour ça. Sinon, la plupart des autres, spring-summer, ça veut dire... printemps-été, ça va être croissance. Et fall-winter, ça va être floraison. Voilà. Et la plupart des autres, c'est comme ça. Sauf pour les Cymbidium qui sont un peu plus compliqués parce qu'il y en a,
comme elles ne viennent pas des mêmes aires géographiques, leur saison entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, c'est pas pareil pour elles. Donc vous voyez, Psychosis par exemple et Angrycom, ça va vraiment être comme ça. Quand on est en saison chaude, c'est croissance, et quand on est en saison froide, c'est floraison. C'est comme ça en fait. Voilà. Donc pourquoi il y a un engrais floraison, si vous voulez savoir. Faut savoir que pendant cette phase-là, elles ont besoin de moins d'azote et il faut plus mettre de potassium et un petit peu plus aussi de phosphore. Voilà. Ces deux-là augmentent et l'azote baisse beaucoup. Ça, c'est pour vraiment, on va dire vraiment dire à la plante, ça y est, là, tu es dans ta saison de floraison, vas-y. Donc, il faut vraiment jouer sur ce genre de paramètres-là, ça, pour initier les floraisons. Sinon, voilà. Mais en tout cas, jouer à bien respecter les phases de croissance et de floraison et de vraiment créer des différences entre le printemps-été et l'automne-hiver pour les plantes, c'est ça qui va vraiment initier les floraisons chez moi. Aussi, beaucoup espacer les arrosages. Voilà. À partir, surtout l'hiver, il faut bien espacer parce que déjà à cause du froid, l'eau ne s'évapore pas bien et les pots ont du mal à sécher. Mais en plus, la sécheresse, ça indique à votre plante de se mettre en phase de floraison. Donc tout ça, c'est des petits messages que vous donnez à vos plantes pour leur dire de fleurir. Ensuite, voilà, je vous avais déjà parlé des particularités du Dendrobium nobile, mais j'avais aussi envie de vous parler du Cattleya, que certaines personnes ont parfois aussi du mal à faire fleurir. Il faut savoir que Cattleya et Vanda, c'est deux plantes qui vont avoir un petit peu quand même du mal avec certaines maladies fongiques en appartement. Donc, il faut les traiter en préventif contre les maladies parce que souvent, elles ont des maladies latentes et on ne le sait pas, donc elles ne poussent pas et elles fleurissent encore moins. Donc, il faut traiter. Moi, avant, je traitais avec de l'aliette, mais depuis le début de l'année 2020, l'aliette n'est plus commercialisable pour les particuliers. Alors, Bay Orchid, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Bay Orchid et je vous conseille cette chaîne parce que c'est une fille qui est très sympathique, elle fait des vidéos très intéressantes aussi sur la culture des orchidées. Et ben elle m'avait dit qu'il n'y avait plus d'aliettes, j'ai pas voulu l'écouter et en fait quand j'ai été chercher de l'aliette on n'avait plus, mais j'ai trouvé une autre très bonne alternative pour les maladies de l'orchidée. C'est ce produit maladie polyvalent de Solabiol, je le trouve méga cher mais je le trouve très efficace et en plus il convient pour la culture biologique hein. Mais ça lutte contre des maladies, beaucoup de maladies qui concernent aussi les orchidées, bien que je ne parle pas d'orchidées sur la boîte, mais si vous retournez la plante, vous verrez que certains organismes nuisibles qu'ils combattent concernent beaucoup les orchidées, comme le feu bactérien, la bactériose, la pourriture grise. C'est surtout cela, l'anthracnose. Oh oui, surtout l'anthracnose. Ça, l'anthracnose, je crois qu'on l'appelle aussi pourriture noire. Ça, c'est des trucs, franchement, que vous devriez grave vous méfier sur vos orchidées. Et il se trouve que les Cattleya et les Vanda en sont particulièrement sensibles. Vous n'allez pas voir la maladie en fait se déclarer tout de suite. Elle va être vraiment en latence. Mais pourtant, même si le microbe n'a pas encore commencé à attaquer visuellement les tissus de vos plantes, votre plante est déjà en train de combattre un virus ou un truc. Et en fait, pendant qu'elle est en train d'utiliser toute son énergie à combattre cette maladie, vous n'aurez pas de croissance et vous aurez encore moins de floraison. Donc il faut traiter vos Cattleya et vos Vanda en préventif parce qu'elles sont particulièrement sensibles à ça et si vous voulez les voir refleurir, c'est important. Deuxième chose aussi sur les floraisons des Cattleya, ça va être la lumière. Les Cattleya n'aiment pas la lumière la nuit. Donc si vous cultivez le Cattleya dans une pièce où il risque d'y avoir de la lumière la nuit, même très peu de lumière, c'est-à-dire qu'une lampe au loin dans le salon, c'est trop pour le Cattleya. Il faut vraiment blackout
la nuit sur le Cattleya. Ne serait-ce que la télévision qui serait allumée dans la pièce, ça va inhiber, et des fois ça va juste retarder, mais il y en a d'autres où ça va complètement inhiber la floraison, de lui donner des petites, même des petites lueurs de lumière comme ça. Il faut vraiment un blackout pour le Cattleya. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un placard qui se referme avec une petite porte, de mettre le Cattleya dans un placard. Comme ça, elle va être occultée bien la nuit et vous n'aurez pas ce problème. Voilà, si vous ne pouvez pas isoler le Cattleya vraiment de la lumière pendant la nuit. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Je pense que j'ai fait le tour sur les particularités, sur ce qui pourrait empêcher vos orchidées de fleurir, et ce qui, au contraire, va permettre à vos orchidées de fleurir. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que je vais revenir sur une vidéo sur mes nouvelles étagères de culture, parce que comme vous l'aurez remarqué, j'ai changé complètement mes installations pour avoir plus de place. J'ai beaucoup plus de lampes horticoles, parce que les lampes horticoles de chez Ikea, ça a été un vrai coup de cœur pour moi cette année. Et j'ai ajouté aussi plus de ventilateurs, parce que la ventilation pour les orchidées, c'est très important. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo sur mes étagères de culture, et surtout sur les maladies et les infestations d'insectes. Parce que ça aussi, c'est très important pour les orchidées. Sinon, voilà, dernier conseil aussi que j'avais à vous donner, c'est par rapport aussi aux engrais que je vous ai montré. Akafos, c'est bien quand vous avez des eaux très calcaires, parce qu'en fait c'est des engrais en fait que vous savez, les orchidées, ça absorbe pas directement l'engrais. En fait, dans les pots, il y a des bactéries, et c'est les bactéries qui dégradent l'engrais, et quand ces nutriments sont dégradés, là la plante, elle peut absorber. Voilà, la plante ne peut pas digérer votre engrais en fait. Et il se trouve que quand on met de l'engrais Akafos, la dégradation de cet engrais-là produit un déchet très acide. Et du coup, comme votre eau elle est calcaire, si votre eau elle est calcaire, et ben du coup le fait que ce soit un peu acide, la dégradation de cet engrais-là, et ben du coup ça va rééquilibrer le pH dans vos pots. Donc je vous conseille Akafos si vous avez de l'eau très calcaire. Et par exemple, moi depuis le mois de novembre, mon eau elle est plus du tout calcaire, parce qu'ils ont changé ça. Avant j'avais une eau très dure, donc Akafos c'était vraiment génial. Donc franchement ça c'est un très bon engrais, je vous conseille vraiment. Mais maintenant mon eau est devenue très douce, parce qu'ils ont changé ça. C'est vrai que c'est très embêtant d'avoir des eaux très dures, hein. Alors ils ont changé ça, et donc du coup maintenant je suis passée à l'engrais Orchid Focus. Je crois que ça c'est un engrais aussi qui est très connu dans le monde orchidophile. Alors pourquoi Orchid Focus? Parce que lui ça convient plus pour les eaux douces. Par exemple les gens qui récupèrent de l'eau de pluie, etc. Ben ça va être un engrais. Enfin aussi pour les gens qui ont une eau du robinet très douce. Et ben vaut mieux choisir Orchid Focus, parce que ça c'est plus préconisé pour les personnes qui ont une eau douce. Voilà, pour vous aider un petit peu à choisir entre des engrais. Ces deux-là sont efficaces, mais après à vous de voir par rapport à l'eau que vous avez. Et je vais terminer ma vidéo ici, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Alors à bientôt et bye bye.